Chers étudiants, bonjour. Nous reprenons aujourd'hui notre cours, notre chapitre sur la programmation linéaire. Je vous rappelle que jusque-là, nous avons défini et caractérisé les modèles de programmation linéaire. Nous avons également spécifié les domaines d'application de la programmation linéaire. Nous avons en troisième lieu abordé deux grandes méthodes de résolution des problèmes de programmation linéaire, en l'occurrence la méthode graphique et la méthode du simplex. Dans cette résolution, si vous vous rappelez bien, nous avons abouti à des solutions optimales exprimées en termes physiques. C'était un programme de fabrication ou un programme de production permettant d'optimiser, dans le sens de maximiser, ce qu'on a vu jusque-là, une fonction économique du type profit total. Nous allons aujourd'hui aborder la dernière section qui traitera de la dualité en programmation linéaire. Cette section, nous allons l'aborder en 4 paragraphes. Nous allons tout d'abord essayer de définir et d'illustrer économiquement cette notion de dualité, qui est une notion centrale en programmation linéaire. Après quoi, nous allons aborder les règles de passage de ce qu'on appelle un programme primal à un programme dual. Nous allons en troisième lieu aborder quelques théorèmes de la dualité, les principaux théorèmes que nous allons par la suite utiliser, qu'on ne va pas démontrer, puisqu'on va directement les utiliser. Et enfin, nous allons donner un exemple d'illustration de cette question de dualité. Une petite définition et une illustration économique de la notion de dualité. Alors, pour la dualité, nous partons du principe, un principe largement admis en économie, que la question de l'optimisation se pose de deux manières différentes. Tout d'abord, une optimisation en termes physiques. C'est ce qu'on a vu jusque-là. La résolution du programme linéaire nous a donné un programme optimal, c'est-à-dire des quantités à produire. Mais la question d'optimisation peut également se poser en valeur ou en termes monétaires. Et dans ce cas-là, il ne s'agit pas de déterminer un programme de fabrication, donc avoir une solution en termes physiques, mais plutôt il s'agira de déterminer des prix. Ce sont les prix de ressources, donc les facteurs limitants ou contraignants du modélisateur. Donc ce sont les prix des ressources qui permettent d'optimiser une fonction économique. Et dans ce cas-là, puisque dans le programme de départ, nous avions à déterminer des quantités physiques qui permettent de maximiser un bénéfice total, ici nous aurons à déterminer des prix qui sont les prix de ressources, mais qui permettent de minimiser le coût total de production, par exemple. Ces deux expressions de la notion d'optimum, soit en termes physiques, soit en valeur, sont équivalentes. Autrement dit, et c'est ce qu'on vous a déjà enseigné en économie, une situation optimale est la même, l'optimum est unique, qu'il soit exprimé en termes physiques, ou bien en valeur ou en termes de prix. Donc les deux aspects de l'optimisation sont équivalents. L'optimum est le même, qu'il soit exprimé en termes physiques, dans le cas de ce qu'on a fait jusque-là et qu'on appellera désormais le programme primal, ou bien en termes monétaires, donc en valeur, dans le cas de ce qu'on appellera, à partir d'aujourd'hui, le programme dual. Alors la dualité, c'est quoi? La dualité, je peux la caractériser de deux manières. Tout d'abord, c'est une méthode de programmation linéaire qui permet deux choses. Elle permet tout d'abord de passer d'une approche à une autre, et donc d'étudier l'équivalence des deux approches. Quand je dis passer d'une approche à une autre, c'est-à-dire passer d'un problème exprimé en termes physiques à un problème exprimé en termes monétaires. Et inversement, passer d'un problème exprimé en termes monétaires à un problème exprimé en termes physiques. Deuxièmement, la dualité va nous permettre, et c'est l'utilisation qu'on va en faire, va nous permettre d'interpréter de manière opérationnelle les résultats obtenus.
interprétée de manière opérationnelle. Puisque, comme je l'ai déjà signalé lors de la première séance, on ne va pas s'arrêter à l'énonciation des résultats d'un algorithme, mais on va également faire un retour sur le problème de départ pour interpréter les solutions obtenues, qui sont toutes des êtres mathématiques, un vecteur, un scalaire, une matrice. Donc on va leur donner le sens en relation avec le problème posé. Alors, une illustration économique du programme dual. Je reprends le même exemple qu'on a déjà formalisé. Je le reprends, je le lance pour rafraîchir les mémoires et on va continuer sur ça pour établir le dual et tout ce qu'on vient de dire. Donc, vous avez une entreprise de menuiserie qui fabrique et vend deux types de meubles, M1 et M2. Cette activité génère un bénéfice unitaire de 100 pour M1 et de 300 unités monétaires pour M2. L'entreprise dispose de deux ateliers dont les capacités journalières sont limitées à 12 heures et à 16 heures respectivement. Ce sont là les ressources, donc les facteurs limitants, ce qui va déterminer par la suite les contraintes. La fabrication d'une unité de M1 nécessite 4 heures de travail dans l'atelier A1 et 8 heures dans l'atelier A2. Vous voyez ici un peu ce qu'on a déjà appelé les coefficients techniques. Puis la fabrication d'une unité de M2 nécessite 6 heures de travail dans l'atelier A1 et 4 heures dans l'atelier A2. On suppose qu'il y a une demande élevée des deux produits et que l'entreprise désire déterminer la combinaison de production qui générera le profit maximal. Voilà le sens que l'on donne ici à la notion d'optimum. C'est chercher dans un programme de fabrication, donc c'est en termes physiques, c'est des quantités, c'est des niveaux d'activité qui permet de générer le bénéfice total maximal, et c'est là la fonction économique ou la fonction objective. Nous avons déjà formalisé ce problème lors de la troisième séance, et ce qui nous a donné ce programme-là. Donc, un modèle de programmation linéaire se présente sous cette forme-là, c'est un rappel, une fonction objective ou bien une fonction économique, donc qui traduit l'objectif, qui est ici la maximisation du profit total. Le profit total, c'est la somme des profits des différentes activités sous contrainte technique 4x1 plus 6x2 inférieur ou égal à 12, puisqu'on ne peut pas dépasser ce qui est disponible comme heure de travail dans l'atelier 1, 12 heures, et comme heure de travail, comme volume d'heures de travail dans l'atelier 2 qui est 16. Et vous avez enfin les contraintes de non-négativité ou les contraintes de signe, puisque nous travaillons sur des variables non négatives. Donc vous avez le modèle de programmation linéaire qui correspond au problème posé. Alors on suppose que le producteur de ces deux, pour donner une interprétation économique à la notion de dualité, on suppose que notre producteur des deux meubles M1 et M2 ait le choix entre deux solutions. La première solution, c'est continuer à produire ces meubles. Et dans ce cas-là, il va optimiser sous contrainte, c'est-à-dire qu'il va optimiser à partir des ressources disponibles. Autrement dit, il n'y a pas de possibilité d'extension de ces ressources. Parce que qui dit extension des ressources dit achat de ressources supplémentaires et dit donc paiement d'un prix. Or là, on suppose que notre producteur va continuer à produire ces meubles dans les conditions qui sont prédéfinies dans l'exemple. Deuxième possibilité, c'est que notre producteur ne va plus produire, mais va au contraire décider de revendre son stock de facteurs. Donc revendre un peu les heures de travail des deux ateliers qu'il a, A1 et A2. Il va revendre donc en quantité P1 égale 12 et P2 égale 16 qu'il va vendre à un éventuel acheteur qui va accepter, après négociation bien sûr, de payer les prix unitaires P1 et P2 de ces facteurs de production. Le raisonnement tenu par les deux parties, donc négociatrices, et qui traduit leurs exigences respectives, va se présenter ainsi. L'acheteur, on suppose que l'acheteur achète l'ensemble du stock, c'est-à-dire le volume horaire des deux ateliers, et dépense à cet effet
B1, P1 pardon, plus B2, P2, c'est-à-dire la quantité d'heures, le volume d'heures de l'atelier 1 au prix unitaire P1, plus le volume horaire de l'atelier A2 au prix unitaire P2. Soit au total, il accepte de payer un prix total de 12 P1 plus 16 P2. Il fixe alors les prix qu'il accepte de payer, c'est-à-dire les prix P1 et P2, de telle sorte que sa dépense totale soit la plus faible possible. Un acheteur, normalement, cherche toujours à minimiser la facture. Donc il va minimiser cette expression-là qui représente le coût total d'acquisition des ressources, c'est-à-dire des heures de travail dans les deux ateliers A1 et A2. Le producteur, quant à lui, il vendait les deux meubles, M1 et M2, avec un bénéfice unitaire C1 et C2, c'est des données du problème, C1 étant égal à 100 unités monétaires et C2 égal à 300 unités monétaires. La production d'une unité de meubles demandait la quantité à ici qui représente la quantité de ressources, donc d'heures de travail des différents ateliers, consommées par le produit. En facteur de production I, pour ne pas perdre son bénéfice, il va donc s'efforcer d'affecter au produit une part de vente qui est égale à A1, 1, P1 plus A2, 1, P2, A12, P2 plus A22, P2 pour donc les deux ressources et pour les deux produits. De sorte que, là je suis du côté du producteur, de sorte que la quantité A11, P1 plus A21, P2 soit au moins égale au coût, pardon, soit au moins égale au coefficient économique C1 qui représente ici le profit unitaire. Et également pour l'autre ressource, donc A12 P2 plus A22 P2 soit au moins égal à C2 qui représente le profit unitaire du deuxième produit M2. Si le producteur et l'acheteur se fondent sur ces deux exigences, chacun cherchant à, pour l'acheteur, il va chercher à minimiser la facture, pour le producteur, il va chercher au moins à gagner un bénéfice, ce que lui aura rapporté la production si qu'elle l'avait fait lui-même. Donc, si le producteur et l'acheteur se fondent sur ces deux exigences, les prix P1 et P2 seront déterminés par un programme du type Z minimum. On cherche à minimiser ici la facture d'acquisition, donc P1 plus B2 P2, sous contrainte technique A11 P1 plus A21 P2 soit au moins égal à C1, et puis A12 P1 plus A22 P2 soit au moins égal à C2, et enfin les contraintes de signe, les nouvelles variables d'action P1 et P2 soient au moins égales à 0, soit donc non négatives tout simplement. Ainsi, par rapport à ce problème, les variables duales qui représentent ici P1 et P2, et déjà P, c'est indique prix. Donc ainsi, par rapport à ce problème, les variables duales peuvent être interprétées comme des prix des facteurs de production. Et comme ça, à travers ce raisonnement économique très simple, nous sommes partis d'un raisonnement du producteur qui produit lui-même et qui va donc optimiser dans le sens de déterminer un programme de fabrication qui lui permet de maximiser le profit total, à notre approche, c'est un éventuel acheteur qui va acheter les ressources du premier et donc qui va chercher lui aussi à minimiser sa facture. Ce programme tel qu'écrit, c'est le dual, donc c'est une autre manière de présenter le premier problème, donc c'est le dual. Dans ce dual, vous l'aurez constaté, les variables d'action, ce sont des prix, alors que dans le primal, les variables d'action, c'était des quantités ou c'était des niveaux d'activité. Alors ce petit raisonnement économique très simple nous permet d'énoncer ce qu'on appelle les règles de passage du programme primal au programme dual.
Tout d'abord, première règle très importante, c'est qu'on introduit de nouvelles variables non négatives P, qui est les prix. Et on introduit une variable P par contrainte. Pourquoi? Parce que P représente le prix d'une ressource. Or, une ressource correspond à une contrainte. Une ressource, une contrainte, c'est une ressource. Donc P représente le prix de la ressource. Dans notre cas, P1, c'était le prix de l'heure de travail de l'atelier A1 et P2, le prix unitaire, bien sûr, de l'heure de travail dans l'atelier A2. Donc, première règle, on introduit de nouvelles variables non négatives, P, et on introduit une variable par contrainte. Donc, un prix par ressource. Deuxième règle, on prend comme vecteur des coefficients économiques du dual la transposée du vecteur de ressources du primal. Dans le primal, le vecteur de ressources, c'était le vecteur des vecteurs V1, V2. Ce vecteur dans le dual devient pratiquement des coefficients économiques. Troisièmement, on prend comme vecteur de ressources du dual le transposé du vecteur du coefficient économique du primal. C'est l'inverse. Quatrième règle, on transpose la matrice des coefficients techniques, donc on intervertit l'ordre des lignes et des colonnes. Et cinquième règle, on change le signe des contraintes techniques. Inférieur ou égal, c'était le cas dans le premier de maximisation. Dans son dual, on va avoir supérieur ou égal. Et enfin, on change le sens d'optimisation. Dans le primal, nous avions à maximiser la fonction économique représentant le profit total, et bien dans le dual, nous aurons à minimiser une fonction économique Z' qui représente le coût total. Donc 6 règles élémentaires qui permettent de passer d'un programme primal, donc exprimé en termes physiques, à un programme dual qui lui sera exprimé en valeur. Et on peut faire également le passage inverse, puisque le dual du dual, c'est le primal. Donc nous avions le primal, c'était ça, Z à maximiser, égal à 100x1 plus 300x2, sous contrainte technique 4x1 plus 6x2 inférieur ou égal à 12, 8x1 plus 4x2 inférieur ou égal à 16, et les contraintes de signe, ou bien les contraintes de non-négativité x1 et x2 sont non négatives, donc elles peuvent être positives ou nulle, à son dual, vous le regardez, dans lequel nous avons de nouvelles variables P1, P2, qui représentent encore une fois le prix de ressources. Les coefficients économiques dans le dual 12 et 16 sont en fait les transposés du vecteur de ressources du primal, donc 12 et 16. Dans les contraintes techniques, si vous prenez la matrice des coefficients techniques, bon, 4, 8, 6, 4, c'est en fait la transposée de la matrice dans le primal, 4, 6, 8, 4. Pour transposer une matrice, vous savez autant que moi, il suffit d'intervertir l'ordre des lignes et des colonnes. Le signe dans le primal, c'était inférieur ou égal, dans le dual, c'est supérieur ou égal, et le coefficient, ou plutôt le vecteur des ressources dans le dual, n'est autre que le transposé du vecteur des coefficients économiques du primal. Et enfin, bien sûr, les variables sont non négatives. Donc, autrement dit, la dualité, c'est une autre manière d'écrire un programme linéaire qui initialement était exprimé en termes physiques, va maintenant être exprimé en valeur, ou en termes monétaires, et vice-versa. Et vice-versa. Encore une fois, nous partons du fait qu'un optimum, une situation optimale, peut être exprimée soit en termes physiques, soit en termes monétaires, et l'optimum est unique. Lorsque l'optimum existe, il est unique, quelle que soit l'expression. Alors, les correspondances entre les variables du primal et les variables du dual, dans la dualité, nous allons voir que les variables d'écart correspondent aux variables principales du primal
et que les variables principales du dual correspondent aux variables d'écart du primal. Et on va donner tout à l'heure une explication à cela. Donc je répète, les variables principales du dual correspondent aux variables d'écart du primal et les variables d'écart du primal correspondent aux variables principales du dual. J'espère que vous vous rappelez bien des variables d'écart. Les variables d'écart, ce sont ces variables qu'on a introduites dans un programme binaire pour l'écrire sous la forme standard. Alors qu'au départ, là, le programme est écrit sous la forme canonique, avec le signe inférieur ou égal. La forme standard a consisté, comme ça a été établi par le professeur Delulier, le programme standard, c'est une autre écriture du programme binaire en passant des inégalités en égalités. Et le professeur Delulier nous a également expliqué que les variables d'écart, ne changent pas le problème. On les interprète en termes économiques comme étant des variables qui correspondent à des niveaux d'activité fictive. Une activité fictive, donc ce qui n'existe pas, et partant, il ne contribue pas à l'objectif. Et c'est pour cela que dans le programme standard, les variables d'écart avaient un coefficient économique égal à 0. Ça veut dire qu'elles ne contribuent pas à l'objectif, parce qu'elles sont fictives, elles ne sont pas réelles. Donc, dans le dual, nous allons voir, comme je l'ai déjà dit, que les variables principales correspondent aux variables d'écart, alors que les variables d'écart, correspondent aux variables principales du primal. Alors, quelques théorèmes de la dualité. Comme j'ai dit, je vais me limiter à deux théorèmes fondamentaux qu'on ne va pas démontrer pour ne pas revenir sur les éléments d'algèbre linéaire. On ne va pas les démontrer, on va les admettre et on va surtout les appliquer par la suite. Bien, alors, les théorèmes donc, qui mettent en évidence les relations qui lient un programme binaire primal à son dual. Théorème 1, si un programme binaire et son dual admettent tous deux une solution possible, chacun d'eux a un optimum fini. Je vous rappelle que la solution possible, c'est la solution qui vérifie le système des contraintes techniques. Donc, si un programme binaire et son dual admettent tous les deux une solution possible, chacun d'eux a alors un optimum fini. Deuxième théorème, les valeurs optimales des fonctions économiques d'un programme et de son dual sont égales. Ça, c'est un théorème intéressant et qui exprime ce que j'ai déjà dit, à savoir que l'optimum, quand il existe, il est unique, quelle qu'en soit l'expression. Soit en termes physiques, comme dans le cas de la planification centralisée dans le temps, ou bien en valeur, comme dans le cas d'un système soumis à la loi du marché. Et donc, le marché, c'est une unité. Donc, l'optimum, lorsqu'il existe, il est unique. Et donc, la solution optimale du primal est égale à celle du dual. Très important théorème que l'on va vérifier par la suite. Troisièmement, les relations d'exclusion. Alors, les relations d'exclusion, donc là aussi, c'est des relations entre le primal et le dual. Nous allons voir l'intérêt un peu de ces relations, c'est qu'elles permettent deux choses. Elles permettent tout d'abord de déterminer la solution du dual à partir de celle du primal sans passer par un algorithme. On va résoudre le dual à partir de la solution déjà du primal et on va le résoudre sans passer ni par la méthode graphique, à la limite, ni par surtout l'algorithme du simplex. Donc c'est une méthode qui permet de simplifier le problème et de simplifier également sa résolution. Deuxièmement, comme on va le voir aussi, les relations d'exclusion nous permettent quelque chose d'important, à savoir interpréter les solutions obtenues. Et donc donner un sens aux êtres mathématiques qui sont produits par l'algorithme. Alors les relations d'exclusion, s'il existe une solution optimale d'un programme, le primal ou le dual, alors à toute variable
non nul à l'optimum pour ce programme correspond à une contrainte saturée à l'optimum de l'autre. Et donc, quand je dis une contrainte saturée, ça veut dire qu'il n'y a pas de variable d'écart. Il n'y a pas d'écart, et donc la variable d'écart est nulle. Je répète cette première règle très simple, je vais traduire par la suite, et cette le faire beaucoup plus. À toute variable non nulle à l'optimum pour ce programme correspond une contrainte saturée à l'optimum de l'autre programme, donc une variable d'écart nulle. Deuxièmement, à toute contrainte non saturée à l'optimum, une contrainte non saturée. Ça veut dire que je vais optimiser mon problème, je vais déterminer le programme optimal et il me restera encore des ressources en stock. Je ne vais pas épuiser tout mon stock de ressources. Je ne vais pas utiliser toutes les heures de travail de mes ateliers. Voilà ce que j'entends par contrainte non saturée. C'est-à-dire, j'atteins l'optimum et il me reste encore des ressources disponibles. Je n'épuise pas le stock de mes ressources. À toute contrainte non saturée à l'optimum pour ce programme correspond une variable nulle à l'optimum pour l'autre. Pourquoi une variable nulle? Ça se comprend parce que cela signifie que comme j'ai des ressources encore qui restent, donc je suis en présence de ressources abondantes et la science économique m'a enseigné qu'une ressource abondante a un prix qui est égal à 0. Et c'est par contre la rareté qui fait la valeur et le prix. Ainsi, connaissant la solution du primal, on cherche à déterminer ses dual. Et dans ce cas-là, on va appliquer, si vous voulez, les propositions suivantes. Alors, si la variable d'écart d'ordre I dans le primal est nulle, si la variable d'écart d'ordre I dans le primal est nulle, alors le prix de la ressource correspondante, donc d'ordre I, dans le dual serait positif. Quand je dis variable d'écart nulle, ça veut dire que je n'ai plus rien en stock. Et si je n'ai plus rien en stock, si je veux encore continuer à fonctionner, eh bien, je dois acquérir de nouvelles ressources. Et puisque j'ai à acquérir de nouvelles ressources, je dois payer un prix, donc un prix positif. P positif. Et bien sûr, P implique Q est équivalent à non Q implique non P. Vous l'avez déjà étudié dans le calcul propositionnel en mathématiques élémentaires. Donc si le prix de la ressource d'ordre I est nul, cela implique que la variable d'écart du même ordre dans le primal est différente de 0. Même chose, si la variable d'écart d'ordre I dans le primal est différente de 0, alors le prix de la ressource correspondante, PI, est égal à 0. Le prix est nul, ça veut dire qu'il y a abondance. Il y a abondance parce qu'il y a un écart au niveau de la contrainte du primal. Là, on a travaillé à partir des variables d'écart. On va maintenant travailler à partir des variables réelles de mon programme primal. Si, à l'optimum, la variable réelle d'ordre I est nulle, alors la variable d'écart du même ordre dans le dual serait positive. Donc, il y a un écart. Et si la variable réelle d'ordre I dans le primal est strictement positive, alors la variable d'écart du même ordre dans le dual est nulle. Voilà les relations d'exclusion avec les équivalences. P implique Q donc, est mathématiquement équivalent à non Q implique non P. Alors, ces relations d'exclusion vont donc nous permettre deux choses. On va illustrer tout à l'heure. Il faut nous permettre tout d'abord de passer de la solution optimale d'un programme à la solution optimale de l'autre, soit du primal au dual, soit du dual au primal. Ce qui facilite la résolution des programmes linéaires connaissant l'une des solutions. Il suffit de connaître la solution du primal que l'on a obtenu à l'aide par exemple de l'algorithme du simplex pour déduire ces du dual qu'on va obtenir sans recourir à l'algorithme. Deuxièmement, les relations d'exclusion permettent d'interpréter de manière économique, donc d'analyser de façon opérationnelle les résultats obtenus, et ça rend ce qu'on appelle l'analyse post-optimale. Alors l'exemple, je reprends le même exemple. Donc j'avais ce programme-là,
avec lequel vous êtes maintenant familiarisé. Max z égale 100x1 plus 300x2 sous contrainte technique 4x1 plus 6x2 inférieur ou égal à 12 et 8x1 plus 4x2 inférieur ou égal à 16 et enfin les contraintes de non-négativité. Alors nous avons formalisé le problème, des choses que vous avez déjà vues dans le cadre des cours. Ce qui nous a donné sous la forme standard, donc on a transformé les inégalités en égalités en introduisant les variables d'écart, encore une fois qui correspondent à des niveaux d'activité fictives, ce qui fait qu'ils n'apparaissent pas au niveau de la fonction objective puisque leur coefficient économique est égal à 0. Et la forme standard dans le dual. Ici c'était plus parce qu'on avait inférieur ou égal, là c'est moins parce qu'on avait supérieur ou égal. Alors directement, la solution du primal. Dans la solution du primal, chose que nous avons déjà faite, nous avions des variables de base, des variables hors base et la valeur de la fonction économique. Dans les variables hors base, les variables de base par contre, nous avions obtenu x2 égale 2. Donc c'est une variable réelle qui est positive, 2 supérieur strictement à 0. Donc cela implique que la variable d'écart du même ordre dans le dual, donc U2, donc c'est la deuxième contrainte, est nulle. Puis on avait obtenu toujours en termes de variable de base, la deuxième variable d'écart dans le primal E2 était positive, donc la variable réelle du même ordre dans le dual serait nulle. Puis au niveau des variables hors base, nous avions la première variable d'écart était nulle parce qu'il est hors base. Toute variable hors base est nulle pour la base. Donc la variable d'écart du même ordre dans le dual serait différente de 0. Nous avions également la variable d'écart, la première variable d'écart dans le primal E1 était nulle. Donc la première variable réelle dans le dual serait strictement positive. Et cette solution nous a donné une valeur de 600 pour la fonction objective. Nous passons rapidement au dual, c'est mon dernier mot. Qu'est-ce que j'ai déjà? J'ai déjà obtenu la valeur de la deuxième variable, P2 égale à 0. Déjà une solution que j'ai obtenue de façon automatique et simple. Puis, donc, je remplace P2 par 0 dans la deuxième contrainte, ce qui me donne directement, ici c'est 0, ce qui me donne directement 6P1 égale 300, donc P1 égale 300. Sur 6, ça donne 50. Directement, j'ai obtenu une solution sans passer par un algorithme. Et je continue en introduisant les autres variables, ce qui fait que le système, qui était un système de 4 variables, devient un système à 2 variables, P1 et E1, que je peux résoudre par toutes les méthodes que j'ai déjà étudiées dès le lycée. Et la première année de la PAC, soit par inversion de matrice, soit par la méthode échelonnaire et de Glynn, soit par la méthode de substitution, toutes les méthodes de résolution du système cramérien. Donc 4P1 moins U2U1 égale 12, 6P1 égale 16, je substitue pour déterminer la valeur finalement de U1 égale à 8. U2 était déjà égal à 0. Ce qui est en jaune, surligné, c'est les solutions. Et en résolvant, j'obtiens Z', la valeur de la fonction économique dans le dual, égale à 600, c'est la même chose que ce que j'avais obtenu dans la solution primale. Et je vérifie ainsi le théorème 1 de la dualité. Alors, quelques éléments rapides d'interprétation. Les variables du dual indiquent le niveau des prix de ressources et le caractère plus ou moins contraignant des contraintes relatives à leur disponibilité. Ainsi est compensée la science économique. Un prix nul concerne une ressource jugée abondante et la contrainte la concernant n'est pas contraignante. On dit que la contrainte n'est pas contraignante parce qu'il y a abondance. N'est pas contraignante pour le système étudié, c'est le cas du prix P2 qui était égal à 0. Ça veut dire que la ressource correspondant aux heures de travail de l'atelier 2 est une ressource abondante. Par contre, les heures de travail sur l'atelier A1 étant limitées, le prix est positif, P1 est positif, ce qui indique que le prix à payer pour augmenter les disponibilités de cette ressource est supérieur à 0. Merci pour votre attention.